Mais que se passe-t-il réellement? Pourquoi tout le monde parle-t-il soudainement de nouveau de cette nation d'Afrique de l'Ouest? La réponse simple est qu'un conflit qui couvait depuis longtemps a explosé, atteignant un niveau d'intensité et une étendue géographique qui inquiètent profondément les observateurs. La violence n'est plus confinée au désert reculé du Nord. Elle a maintenant englouti les régions centrales et frappe même aux portes du Sud et de l'Ouest, plus stables, des zones autrefois considérées comme des refuges. Cette escalade est la raison pour laquelle le Mali est de retour sur le radar mondial, représentant un point chaud critique pour la stabilité régionale. Cette récente flambée de violence n'est pas seulement la continuation de l'ancien conflit, elle représente un nouveau chapitre terrifiant. Des groupes armés, principalement des affiliés d'Al-Qaïda comme le JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, et l'État islamique au Sahel sont devenus plus audacieux et efficaces. En juillet 2025, le pays a été secoué par une série d'attaques coordonnées contre des installations militaires dans 7 villes différentes, y compris dans la région de Kayes, auparavant stable. Ce n'étaient pas de petites escarmouches, c'étaient des opérations bien planifiées qui ont vu des groupes armés s'emparer temporairement de casernes militaires, démontrant un nouveau niveau alarmant de capacité stratégique et d'ambition, qui a pris au dépourvu les communautés locales et internationales. L'ampleur de ces opérations n'a d'égal que leur brutalité. Le conflit a dépassé le ciblage des soldats et est devenu une guerre directe contre les civils. En novembre 2025, l'enlèvement de 5 ressortissants indiens travaillant sur des projets d'électrification rurale près de Kobri a envoyé un message glaçant « Personne n'est en sécurité ». Cet événement a suivi un schéma d'enlèvement contre rançon et pour obtenir un levier politique, créant un climat de peur qui paralyse le développement et la vie quotidienne. Encore plus troublants ont été les massacres signalés plus tôt dans l'année. En juin 2025, par exemple, des rapports ont fait état d'au moins 130 civils systématiquement tués dans les villages de Dialasago et Dianweli, illustrant de manière frappante que le fait d'être un civil n'offre aucune protection dans cette guerre brutale. Cette escalade se produit dans un paysage politique et sécuritaire radicalement modifié. La junte militaire, qui a pris le pouvoir sous le colonel Assimi Goïta, a fait des mouvements audacieux et controversés. Après avoir exigé le retrait des forces françaises et des forces de maintien de la paix de l'ONU, le gouvernement s'est tourné vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie et son corps africain, le successeur du groupe Wagner. Ce pivot stratégique était censé apporter la stabilité, mais la réalité sur le terrain raconte une histoire différente. La violence n'a fait que s'intensifier, prouvant qu'un simple changement d'allié n'est pas une solution miracle pour un conflit aux racines si profondes et complexes, laissant les Maliens se demander si cette nouvelle voie les mène vers la sécurité ou plus profondément dans l'abîme. Pour comprendre la crise au Mali, il faut examiner les différents acteurs impliqués, car c'est loin d'être une simple guerre à 2 camps. D'un côté, vous avez les groupes djihadistes, principalement le JNIM et l'État islamique au Sahel. Ce ne sont pas des entités monolithiques, ce sont des réseaux complexes avec leurs propres idéologies, stratégies et rivalités. Ils exploitent les griefs locaux, les tensions ethniques et l'absence de l'État pour étendre leur influence. Leurs tactiques sont impitoyables. Ils assiègent des villes entières, coupant l'approvisionnement en nourriture et en carburant pour exercer un contrôle. Ils placent également des engins explosifs improvisés le long des routes principales, transformant un simple voyage en un pari mortel pour les civils et le personnel militaire. De l'autre côté, se trouvent les forces armées maliennes, chargées du défi monumental de sécuriser un territoire vaste et difficile. Cependant, les forces maliennes ne se battent pas seules. Elles sont maintenant fortement soutenues par des opérateurs russes du corps africain. Cette alliance a changé la dynamique du combat, introduisant des tactiques plus agressives et souvent aveugles. Alors que le gouvernement présente ce partenariat comme un choix souverain pour une lutte antiterroriste efficace, il a suscité de vives critiques.
De nombreux rapports internationaux et organisations de défense des droits de l'homme ont accusé les forces maliennes et leurs alliés russes de commettre de graves exactions, notamment des exécutions sommaires, des tortures et des frappes aériennes aveugles qui ont entraîné d'importantes pertes civiles, brouillant les lignes entre protecteurs et auteurs. Les civils, souvent contraints de faire des choix impossibles, sont pris entre le marteau et l'enclume de cette violente lutte. Dans de nombreuses régions, les communautés sont piégées. S'ils coopèrent avec les groupes armés, ils risquent de subir de brutales représailles de la part des forces de sécurité de l'État. S'ils sont considérés comme des informateurs du gouvernement, ils risquent d'être exécutés par les djihadistes. Cette situation périlleuse est exacerbée par le profilage ethnique, en particulier contre la communauté Peul, qui est fréquemment stéréotypée et punie collectivement sous le soupçon de collaborer avec des groupes extrémistes. Cela alimente un cercle vicieux de violence intercommunautaire, où les voisins se retournent les uns contre les autres, déchirant davantage le tissu social de la nation. Au-delà de ces acteurs principaux, le paysage politique est dominé par la junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta. Ayant consolidé son pouvoir, la junte a pris des mesures drastiques pour faire taire toute opposition. En mai 2025, elle est allée jusqu'à dissoudre tous les partis et associations politiques, criminalisant de fait la dissidence. Ce virage autoritaire a créé un climat de peur, où les militants pro-démocratie, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme sont confrontés à des arrestations arbitraires et à des disparitions. En éliminant tout espace de dialogue politique, la junte ne sape pas seulement l'avenir démocratique du Mali, mais supprime également les voies potentielles de résolution pacifique des conflits, laissant la violence comme la seule langue parlée dans le pays. L'impact le plus dévastateur de ce conflit qui s'intensifie est supporté par les Maliens ordinaires. La violence a déclenché une crise humanitaire massive avec des centaines de milliers de personnes contraintes de fuir leur foyer pour échapper au combat, devenant des personnes déplacées internes. Ces familles arrivent souvent dans des villes plus sûres avec seulement les vêtements qu'elles portent sur le dos, submergeant les ressources déjà limitées des communautés d'accueil. Elles sont confrontées à des pénuries de tout, nourriture, eau potable, abris et soins médicaux. Les groupes armés ciblent délibérément les infrastructures essentielles, détruisant les centres de santé et les points d'eau, ce qui est une tactique claire pour rendre la vie intenable aux populations qui ne se soumettent pas à leur règne, transformant la souffrance humaine en arme. La guerre est également menée contre l'avenir du Mali. L'éducation est devenue une cible principale pour les groupes extrémistes, qui considèrent l'enseignement laïque comme une menace pour leur idéologie. Ils attaquent systématiquement les écoles, les réduisent en cendres et menacent ou même tuent les enseignants. En conséquence, des centaines d'écoles ont été contraintes de fermer, laissant une génération entière d'enfants sans accès à l'éducation et vulnérables au recrutement par ces mêmes groupes armés. Cette destruction délibérée du système éducatif n'est pas seulement une perturbation temporaire, c'est un effort stratégique pour démanteler les fondations d'une société stable et prospère pour les décennies à venir. La réalité quotidienne pour ceux qui vivent sous le contrôle des groupes armés ou des forces de sécurité est celle d'une peur et d'une répression constante. Dans les zones contrôlées par les djihadistes, une interprétation rigoureuse de la loi islamique est imposée, avec des flagellations publiques et des exécutions pour des infractions présumées. Les libertés des femmes sont sévèrement restreintes. Pendant ce temps, dans les zones où l'armée et ses alliés opèrent, la population vit dans la peur d'être accusée à tort de terrorisme. Les cas documentés d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées ont créé un profond sentiment d'injustice et de méfiance envers l'État, rendant incroyablement difficile pour le gouvernement de gagner les cœurs et les esprits de la population, un élément crucial dans tout effort de contre-insurrection. Ce climat de violence et d'impunité a eu un effet paralysant sur la société civile. Avec la dissolution formelle des partis politiques et la menace constante d'arrestation,
l'espace de débat public et de responsabilisation a disparu. Les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes qui osent rendre compte des abus sont réduits au silence. Le départ de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, a également créé un vide de surveillance important, rendant plus difficile la documentation des crimes de guerre et la responsabilisation des auteurs. Ce manque de surveillance favorise une culture généralisée d'impunité, où tous les acteurs armés croient pouvoir commettre des atrocités sans conséquence, garantissant la poursuite du cycle de violence sans relâche. La crise au Mali ne se déroule pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un réalignement géopolitique majeur au Sahel. Le changement le plus important a été la décision de la junte malienne de rompre les liens militaires de longue date avec la France et de se tourner vers la Russie. Cette décision a été présentée comme une récupération de la souveraineté nationale, un sentiment populaire chez de nombreux Maliens qui estimaient que l'intervention française n'avait pas réussi à apporter la sécurité. Cependant, cette nouvelle alliance a placé le Mali au centre d'une compétition renouvelée entre grandes puissances en Afrique. Si la Russie a fourni du matériel militaire et du personnel, ce soutien s'est fait au détriment des relations du Mali avec ses partenaires occidentaux traditionnels, entraînant des sanctions et une réduction de l'aide au développement. Cette réorientation stratégique a également conduit à une rupture dramatique avec les voisins immédiats du Mali. En janvier 2025, le Mali, aux côtés des gouvernements militaires du Burkina Faso et du Niger, a annoncé son retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. À la place, les trois pays ont formé l'Alliance des États du Sahel, un nouveau pacte axé sur la défense mutuelle. Si cette alliance procure un sentiment de solidarité entre les juntes, elle les a de fait isolés du bloc régional plus large. Cette rupture avec la CEDEAO, une institution clé pour l'intégration économique et la médiation politique, risque de transformer le Sahel en un bloc séparé et instable, fragmentant davantage le continent. Cet isolement croissant a de profondes conséquences. Sur le plan économique, être coupé du marché commun de la CEDEAO pourrait étouffer la croissance et aggraver la pauvreté. Sur le plan politique, cela signifie que la junte malienne dispose de moins de canaux diplomatiques pour résoudre ses conflits internes et est moins sensible à la pression régionale pour un retour à un régime démocratique. En fait, la junte a utilisé ce nouveau contexte pour consolider son emprise sur le pouvoir. En juillet 2025, une nouvelle loi a été adoptée accordant au colonel Goïta un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable, sans aucune obligation d'organiser des élections. Cette mesure ancre de fait le régime militaire pour l'avenir prévisible, anéantissant les espoirs d'un retour rapide à la gouvernance civile. En fin de compte, la situation au Mali est un avertissement clair de la façon dont les crises locales peuvent être amplifiées par les changements de pouvoir mondiaux. Le pays est pris dans une tempête parfaite. Une escalade de la violence djihadiste, des crimes de guerre présumés commis par les forces de l'État et leurs alliés, une catastrophe humanitaire et un isolement politique croissant. L'attention de la communauté internationale est cruciale, non pas pour imposer des solutions de l'extérieur, mais pour soutenir les initiatives locales de paix, exiger la reddition de comptes pour tous les crimes et fournir une aide humanitaire vitale. Sans un effort concerté pour s'attaquer aux causes profondes du conflit et promouvoir un dialogue inclusif, l'incendie au Mali risque de se propager, avec des conséquences dévastatrices pour toute la région du Sahel.